Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours de Motion Life Teach. Jingle. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un truc assez intéressant. Je vais te parler en fait de mon pipeline de production, comment dans ma boîte je travaille, comment j'ai mis en place un process pour pouvoir livrer les films aux clients à temps, comment je peux pouvoir avoir un process aussi qui est assez flexible pour pouvoir revenir sur des éléments et des modifications à faire sans que ce soit trop la merde. Bref, je vais parler de tout ça pour que tu puisses, pourquoi pas, prendre des petits bouts qui peuvent t'intéresser dedans, voir ce que tu fais déjà, ce que tu fais pas déjà, voir si c'est pour toi dans ta situation intéressant ou pas. Voilà, encore une fois, c'est pas le pipeline de la vie, tu vois. C'est un pipeline parmi tant d'autres, mais ça peut te permettre, je pense, d'avoir deux, trois petits tips qui vont peut-être te permettre de gagner du temps, puis aussi de comprendre aussi comment ça fonctionne si tu débutes. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un pipeline pour ceux qui sont vraiment débutants et qui regardent cette vidéo? C'est pas compliqué. En fait, un pipeline, c'est pas compliqué à comprendre. C'est juste en fait le process que tu mets en place du début à la fin pour faire ton film en fait. Donc, ça va de la théorie, donc comment je fais mon dessin, comment je vais créer mon personnage, comment je vais animer, dans quel type d'environnement, pourquoi, sur quel logiciel, comment je vais le rendre, avec quel logiciel aussi, comment je vais compositer, comment je vais livrer le film au client. Donc ça, c'est vraiment tout le process en fait. Et puis après, dans ce process-là, il y a les questions techniques qui vont se poser, les questions artistiques. Les questions techniques, ça va être quel logiciel j'utilise, comment j'enregistre mes scènes, avec quel nom, quelle nomenclature j'utilise dans mes fichiers, quelle nomenclature j'utilise dans mes scènes pour m'y retrouver facilement, quel process je mets en place pour que, par exemple, si à la fin, il faut que je change un truc du début, par exemple, si j'ai une modélisation au début, et en fait elle doit changer à la fin dans le rendu parce que le client me dit un truc en retard, comment je fais pour que ça se mette à jour automatiquement. Bref, donc c'est tout ça le processus de pipeline. Et les processus artistiques, donc c'est la réflexion que tu vas, le process de réflexion que tu vas mettre en place pour réfléchir correctement, te dire voilà, quand est-ce que j'arrête de réfléchir sur l'artistique, quand est-ce que je me gagne sur un design par exemple, à quel moment je dis ça c'est ok, c'est pas ok, à quel moment je m'arrête en termes de qualité de film, parce que tu verras que dans la vie tu pourras jamais aller aussi loin que tu veux, il y a toujours un moment où tu dois t'arrêter avant. Comment je fais pour décider de ce point où je m'arrête? Ça, je vais tout expliquer aujourd'hui, comment moi je travaille, comment on travaille dans la boîte. Donc aujourd'hui, c'est pas réellement le process que j'ai mis en place, c'est pas réellement complexe, il est assez basique, il est assez standard, mais il marche très bien. Enfin, en tout cas, chez nous, pour moi, il marche très bien, il nous correspond très bien, il nous permet d'aller très vite et il est très flexible en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder un truc assez simple pour pouvoir être flexible et pouvoir revenir assez facilement sur les différents moments de la création. Donc, premier truc que je fais pour mettre en place, donc le film est lancé, etc. Je pars sur la modélisation. Donc ce que je fais, le process que j'ai pour la modélisation, c'est que déjà je me pose la question, qu'est-ce que je peux trouver sur internet, qu'est-ce que je peux acheter, ou qu'est-ce que je peux télécharger, ça dépend s'il y a des trucs gratuits ou s'il faut payer, que je ne ferai pas moi-même. En gros l'idée là c'est d'aller le plus vite possible parce que, alors c'est personnel, je déteste la modélisation, et c'est aussi parce que il n'y a pas du tout une grosse valeur ajoutée sur la modélisation dans un film. Donc souvent c'est mieux fait, c'est plus vite fait, donc j'essaie tout de suite de voir ce que je peux télécharger en modélisation et commencer à faire mes scènes. En gros, là je commence à me faire des scènes d'assets. Donc en gros, j'ai un script qui le fait pour moi, il m'enregistre les scènes avec le bon nom, etc. Et voilà, je vais avoir tous mes assets de mon film. Tu vois, par exemple, si dans mon film j'ai une maison, j'ai une table, j'ai un sol, bah, je vais avoir une scène, par exemple, ça pourrait être ou l'asset environnement où j'aurai tout, tu vois, ou alors je vais pouvoir même aller un peu plus loin, ça dépend de la complexité du film et du temps qu'on a. Je pourrais faire un asset table, asset mur, asset sol, asset. Voilà, tout ça dans un fichier, puis après j'importe tout à la fin. Ou je link tout à la fin, ça dépend. Pareil de la manière de travailler ou du temps qu'on a. Donc ça, voilà. Donc là, tu vois déjà comment on travaille pour la modélisation. Donc pour la création de personnages, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a toute la partie rig qui entre en jeu. Ce que je fais là, c'est que je vais travailler de manière un peu plus intelligente. Je vais faire bien attention à. Donc là, il y a de la modélisation qui rentre en jeu. Donc je vais avoir un asset de modélisation. Et une fois que mon asset de modélisation est terminé, je vais avoir un asset de rig. Et l'asset de rig, lui, il faudra vraiment que ce sera une version qui sera instancée dans les autres fichiers et non pas importée en dur. Donc ce sera ce qu'on appelle un link dans Blender ou une référence dans Maya. Je crois que c'est aussi une référence dans Max par exemple. Donc ça c'est très important de garder ton rig en référence parce qu'en fait une fois que mon rig sera animé derrière, je vais revenir sur les shaders et les shaders je les fais dans la scène de référence du rig et après tout se met à jour. Donc ça c'est très très important. Donc c'est pour ça, petit point, tu mets bien ta scène de rig en référence dans ta scène principale. Alors justement la scène principale j'y viens. Quand est-ce que j'ai ma scène principale où il y a tout dedans? Bah, c'est quand je commence l'animation. Donc
j'ai mes assets, j'ai mon environnement, j'ai mes personnages. Maintenant, je commence l'animation, donc je prends une scène vide et j'importe tout dedans. Alors, j'importe ou je link en fonction. Donc, personnage, je link et environnement, souvent j'importe en fonction, ça dépend. Mais souvent, c'est plus pratique quand même d'importer. Et ça, c'est en gros, ça va être ma scène principale et celle-là, j'y toucherai plus en fait. Donc, ce sera tout le temps celle-là, après où je vais travailler, je vais plus importer cette scène dans d'autres scènes à part s'il y a un bug. Donc, voilà, cette scène est importée. Donc, j'ai aussi un script qui fait mon nom, etc. pour pas me perdre. Et voilà, j'arrive dans la scène d'animation et là je ne fais que animer. Donc dans la scène d'animation, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de lampe, pardon, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de shader, il n'y a pas de truc, il y a juste une caméra pour savoir qu'est-ce que j'anime et qu'est-ce que je vois. D'ailleurs, je fais toujours bien attention à animer que ce que je vois, parce que je vois pas, sinon c'est un peu con, c'est du travail perdu. Et en fait, dans cette scène, j'ai plusieurs caméras et en fait, chaque caméra va être liée à un point d'entrée et un point de sortie. Donc par exemple, frame 1, frame 10 pour la caméra 1, frame 11, frame 12, frame 43 pour la caméra 2, etc. Et à la fin, en fait, moi j'ai un script qui permet de rendre toutes les caméras à la suite d'une seule scène. Donc en gros, ce qui fait, ça évite d'avoir une scène par caméra. Ça me permet plutôt d'avoir une seule scène avec toutes les caméras. C'est beaucoup plus simple à gérer derrière. Donc voilà, un petit peu comment je travaille pour l'animation. Une fois que mon animation est terminée dans cette scène, je vais passer dans cette scène, je vais la renommer en fait, je vais faire une incrémentation, je vais la nommer shading. Et là, je vais commencer à faire tout le shading dans cette scène-là. Et aussi le shading dans la scène de Rig, dont je t'ai parlé, qui était en référence. Donc voilà, le shading est fait. Une fois que ce shading-là est fait, il peut y avoir un process assez intéressant, ça dépend de la lourdeur de ton logiciel et de ce que tu utilises, mais entre l'animation et ton shading, des fois il va falloir sortir un alambic de ce qui est animé, donc à ce moment-là tu vas shader ton alambic et non pas ton modèle en référence. Pourquoi pas. Donc l'alambic, si tu connais pas, en fait ça supprime l'armature, supprime le skin et ça permet juste d'avoir un cache de points. C'est très pratique pour les rigs un peu lourds où si tu as beaucoup de personnages ça peut te sauver. Ça peut être aussi pratique pour les vêtements, pour la simulation de muscles, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant. Après, globalement, donc mon shading est fait, mon lighting aussi est fait. Shading, lighting, c'est la même scène. Je vais passer aux paramètres de rendu. Donc là, je vais commencer à parler optimisation. Donc comment je peux, voilà, je vais me poser la question. Ok, le film il doit être rendu à telle date. Là, on est à telle date. Combien de temps je peux me permettre en temps par image. Et puis j'optimise en fonction. Des fois, donc cette paramètre de render setup il est très important parce que c'est ce qui me permet souvent de sortir le film à l'heure en fait. Donc il y a vraiment un gros travail sur l'optimisation de rendu pour pas être à la fin bloqué avec le temps de rendu trop long et dire au client écoutez on aura le film en retard à cause du temps de rendu. Et s'il faut on passe par un render farm. Une fois que ça c'est fait, on lance les rendus. Donc le script prend toutes les caméras et puis je me retrouve avec tous mes EXR. Donc je sors de l'EXR. Alors je ne sors pas les passes de rendu, on pourrait croire que je sors toutes les passes de rendu et tout, mais non, je sors juste une beauty. Les passes de rendu souvent c'est inutile, je les sors seulement quand j'en ai vraiment besoin, mais la plupart du temps 80% des projets j'en ai pas besoin, donc je sors juste la beauty. Comme ça j'ai des EXR beaucoup moins lourds. Par contre je sors un EXR quand même pour avoir du 16 bits, donc EXR 16 bits, hein, pas 32 bits, ça. Si tu as lighté correctement, je vois pourquoi tu sors du 32 bits, à part si tu veux avoir ta Z en 32 bits. Mais moi, alors, c'est vrai que ouais, j'en ai pas parlé, la Z en 32 bits, moi je le fais pas parce que simplement mon flou de Z, mon flou de focus, il est directement en 3D. D'accord. Ce que je fais en post-production, donc une fois que je mets l'XR, c'est le flou de mouvement, grâce à la passe de vecteur. Donc je sors aussi la passe de vecteur. Et je fais en post-production le mist, donc le brouillard. Donc en gros, tu vas mettre un brouillard sur une passe de Z qui est filtrée. Attention, pour le brouillard, il faut absolument que cette passe de Z soit filtrée. En gros, tu auras la passe de Z filtrée pour le mist, le brouillard, l'atmosphère si tu préfères. Et tu auras une passe de Z non filtrée si tu veux faire ta depth of field, donc ton focus en post-production. Donc deux solutions. En Blender par exemple, il y a une passe qui s'appelle le Z, donc en fait c'est la Z non filtrée, et une autre passe qui s'appelle le mist, et le mist c'est justement ton brouillard. Dans Maya en fait tu peux choisir Z filter, enfin filtered Z et non filtered Z, bah voilà, tu sors les deux en fait. Et puis globalement après je passe sur After Effects et puis sur After Effects je fais mon compo et puis voilà je fais mon truc. Alors des fois je fais un petit peu de compo dans Blender notamment pour la passe de vecteur parce que la passe de vecteur dans After ça n'existe pas, c'est un petit peu chiant quand il faut un plugin, moi je l'ai pas. Par contre sur Blender il y a un truc tout fait donc voilà. Et puis globalement voilà je sors mes EXR, donc ces EXR je les sors sur un format qui s'appelle le GoPro Cineform. C'est un super format parce qu'il est assez bien compressé et il garde une profondeur de couleur à 10 bits et une très bonne qualité d'image pour pouvoir retirer ta couleur derrière au montage ou en étalonnage. Donc moi je sors du GoPro Cineform 10 bits RGBA, RGBA 12 bits pardon, pas 10 bits excuse-moi, parce que il faut acheter l'alpha évidemment. Et une fois que ça je l'ai sorti, mon GoPro Cineform je le balance dans Premiere. C'est cool parce que c'est un format spécialement conçu par GoPro parce que ça s'appelle GoPro Cineform en partenariat avec Adobe. Donc After et Premiere le lisent super bien. Donc c'est trop cool parce que c'est un format ultra lourd et c'est lu en 230 mouvements, tu vois. Contrairement au DNX HD par exemple, je pense David, quand tu mets le DNX HD David dans Premiere, laisse tomber, il galère quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Donc tu mets ton GoPro Cineform dans Premiere, dans n'importe quel logiciel de montage, donc on fait ça. Et puis on vient faire notre montage de fin. On fait le son sur Reaper, donc on le fait sur un logiciel de son vraiment à part qui est spécialisé dans le son, et puis on vient caler le son à la fin sur Premiere. On exporte, on envoie au client et c'est terminé.
Entre ces choses-là, on a envoyé souvent des images finales le plus rapidement possible pour avoir le plus rapidement des retours des clients pour ne pas être pris de court à la fin. Et il faut savoir après que sur une version finale, il y a à peu près 5 versions en tout. Donc tu fais une première version finale, tu auras des retours 2, 3, 4, 5. Comme toutes, on a fait des imports et des références, donc les gros trucs sont référencés, comme quoi s'il faut changer un truc un peu chiant dans la scène finale, je le change dans la référence et tout se met à jour. Et sinon, je le fais directement dans la scène finale. C'est assez flexible et ça ne me dérange pas. Par exemple, s'il faut changer une couleur, un machin, je vais directement dans la scène finale, je change l'objet, tu vois. Logiquement, si tu as bien travaillé, il n'y a pas de problème. Si tes scènes sont trop lourdes, ça peut arriver. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on divise en layers. Donc, on va avoir le layer premier plan, le layer mi-plan, le layer arrière-plan. Et puis après, je fais plusieurs rendus et je composite tout en compo. Et puis voilà. Donc voilà, tu as un petit peu le pipeline qu'on utilise. Donc ça te permet de voir un petit peu la suite logique des choses dans notre entreprise, dans mon entreprise, comment ça fonctionne. Donc tu vois que c'est pas dingue, hein, c'est classique. C'est classique, mais tu vois, ça te permet quand même d'avoir tout le processus. Je t'invite à prendre ce qui t'a plu, à pas prendre ce qui te correspond moins, et à créer ton propre processus de création pour que tu sois vraiment rodé à ce niveau-là, et à l'adapter avec ce qui sort au fur et à mesure. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Avant qu'on se quitte, j'ai 2 choses à te dire. La première chose, c'est que maintenant, Motion Life Teach, c'est aussi un podcast. Et oui, nous sommes un podcast, c'est des podcasts qui durent entre une demi-heure et 1h30, et on va à fond sur un sujet. Donc on prend le sujet, on le décortique pendant une demi-heure à 1h30. Donc tu vois, c'est très long, c'est très spécifique, c'est très 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 intéressant. Il y a plein de valeurs là-dedans, beaucoup plus complet qu'une vidéo YouTube, parce que justement, le format podcast me permet de le faire beaucoup plus facilement. Moi, j'aime beaucoup ce format. Donc voilà, le format podcast, excellent. Donc disponible sur iTunes, Podcast Addict et Stitcher. Et puis aussi disponible sur notre site officiel, teach.motion-life.com/podcast. Donc vraiment, va jeter un œil, ça vaut le coup, c'est totalement gratuit, c'est comme une vidéo, tu peux les écouter quand tu veux. Voilà. Tu peux écouter ça dans ta voiture, quand tu dors, quand tu fais la vaisselle. Bref, quand tu as envie de m'écouter finalement et quand tu as envie d'aller un peu plus loin, si tu peux boucher des moments de ta journée, ça peut être vraiment très bien. Deuxième chose dont je voulais te parler, donc deuxième chose, c'est le site officiel justement teach.motion-life.com et ce que tu peux y faire. Aujourd'hui sur ce site, tu as déjà accès à plus de 170 cours, à l'heure où je tourne cette vidéo, 170 cours gratuits. Donc d'accord, donc c'est rangé par thème et tu peux rechercher ces cours, donc c'est très pratique si tu veux te former et aller plus loin dans l'animation 3D et les effets spéciaux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu peux t'abonner. Donc en gros, t'abonner, tu donnes ton email et ton prénom et en gros, moi ça me permet de t'envoyer par semaine 2 emails avec à chaque fois une vidéo de formation. Donc c'est une formation gratuite, ça correspond aux formations YouTube, mais si tu ne suis pas YouTube, si tu rates des trucs machin, ça va avoir des emails et que tu puisses vraiment avoir une formation continue qui suit, et crois-moi, la formation continue c'est une des meilleures, pour moi si ce n'est la meilleure manière de se former dans ce métier. La deuxième chose que je t'offre si tu t'abonnes, c'est en fait la possibilité de télécharger de manière illimitée les fichiers qui sont utilisés dans nos cours gratuits justement. Dans les cours gratuits, on va utiliser des images, on va utiliser et je te donne même la scène entière en fait. Et tu peux télécharger cette scène et tu peux dire ok, je compare avec ma scène et je vois ce qui change. Et ce qui est génial, c'est que comme ça, tu peux tout de suite regarder les erreurs que tu as corrigées et tu gagnes un temps de malade. Ça n'a pas de prix et pourtant, on te le donne gratuitement. Et la troisième chose que je te propose, c'est un contenu inédit que j'envoie seulement aux abonnés. Et oui, seulement aux abonnés, environ une fois par mois, j'envoie un contenu inédit. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé une formation gratuite de 7 heures aux abonnés. Seulement aux abonnés. Donc seulement aux gens qui avaient donné l'email sur le site, par email. Tous les jours, ils pouvaient s'inscrire à la formation et tous les jours, ils recevaient une vidéo d'1 heure de formation sur le métier d'artiste 3D. Donc c'est vraiment cool, ça te permet vraiment d'aller encore un peu plus loin. C'est toujours gratuit, tu vois, un contenu inédit seulement pour les abonnés, parce que pour moi, les gens qui sont abonnés, c'est vraiment seulement les gens qui sont motivés. Et moi, finalement, j'ai envie d'aider seulement ces gens-là, les gens qui sont motivés. Si tu es là juste pour rien branler, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Va voir un petit peu ce qui se passe sur teach.motion-life.com, va t'abonner, vraiment, ça vaut le coup, crois-moi. C'est sans engagement, tu peux te désabonner quand tu veux, c'est tranquille, tu vois. On est entre potes. Moi je suis là pour t'essayer de t'apporter un maximum de choses, donc franchement ça vaut le coup, va voir, et au pire tu te désabonnes, tu vois, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Sinon merci d'avoir écouté ça jusqu'au bout, merci d'avoir écouté ma petite promo de la fin, et puis je te dis à un prochain cours sur teach.motion-life.com. Ciao.